Quelques jours après le décès de mon époux, ses enfants ont déclaré avec avidité: « Nous réclamons l'héritage, l'entreprise, absolument tout !» Mon avocat m'a imploré de lutter avec acharnement. J'ai répondu fermement: « Accordez-leur tout ce qu'ils désirent. » Tout le monde me croyait complètement folle. Lors de l'audience finale, j'ai apposé ma signature sur les documents. Les enfants arboraient des sourires triomphants jusqu'au moment où leur avocat, en lisant une ligne fatidique, est devenu pâle comme un linge. « Bonjour, je m'appelle Louise Moreau, et aujourd'hui, je vais vous confier l'histoire la plus déchirante et bouleversante de mon existence. Je me souviens avec une clarté poignante de ce matin funeste. Une pluie fine et glaciale s'abattait sur Paris, enveloppant la ville d'un voile de tristesse infinie qui rendait tout encore plus sombre et oppressant. J'avais 60 ans, et je venais de perdre l'amour de ma vie, l'homme qui illuminait mes jours. Mon appartement élégant sur le boulevard Saint-Germain était noyé dans un silence écrasant, un vide abyssal qui succède à la mort, comme si le monde s'était figé dans une douleur muette. Antoine était parti depuis seulement 3 jours, 3 jours qui m'avaient semblé une éternité de souffrance. Assise dans le salon, encore enveloppée dans ma robe noire de deuil, mes cheveux grisonnants noués à la hâte, sans aucun soin, je n'avais plus la force de m'occuper de moi-même. À quoi bon, dans ce gouffre de désespoir? Sur la cheminée, la photo d'Antoine me fixait avec tendresse, son sourire si doux, ses yeux emplis de bonté infinie. Mon cher Antoine, 5 années de mariage béni, 5 ans de joie pure après des décennies de solitude accablante. Antoine, murmurai-je en contemplant son visage immortalisé, comment survivrais-je sans toi, dans ce vide qui me ronge le cœur? La pluie martelait les vastes fenêtres avec une cruauté impitoyable. Dehors, Paris pulsait de vie, indifférent à mon chagrin dévastateur. Les passants se hâtaient sous leurs parapluies, les klaxons retentissaient, le monde continuait sa course folle. Mais pour moi, tout s'était arrêté net, 3 jours plus tôt, dans un tourbillon de larmes et de regrets. J'ai fermé les yeux, tentant désespérément de raviver sa voix chaleureuse, son parfum enivrant, la douceur réconfortante de sa main dans la mienne. Pourtant, déjà, les souvenirs s'effilochaient comme des fils fragiles, et cette idée me terrifiait jusqu'au plus profond de mon âme. C'est alors que des pas lourds et précipités ont résonné dans le couloir, suivis de coups violents à la porte qui ont fait bondir mon cœur dans ma poitrine. Je savais intuitivement qui se tenait là, et une peur viscérale m'a envahi. J'ai ouvert la porte avec une lenteur hésitante. Devant moi se dressaient Pierre et Sophie, les enfants d'Antoine issus de son premier mariage. Pierre, âgé de 38 ans, était grand et imposant, son visage dur comme la pierre, vêtu d'un costume taillé sur mesure qui valait sans doute une fortune. Ses yeux étaient froids, calculateurs, dépourvus de toute chaleur humaine. À ses côtés, Sophie, 35 ans, arborait un tailleur chic, un sac de luxe à l'épaule. Son maquillage était impeccable, pas une mèche rebelle. Elle me toisait avec un mélange de dédain profond et d'impatience brûlante. « Bonjour, Louise », lança Pierre d'une voix glaciale, sans la moindre trace de compassion. Aucune condoléance, aucune étreinte réconfortante, pas même un semblant de tristesse partagée. « Pierre, Sophie », répondis-je d'une voix tremblante et affaiblie. Ils entrèrent sans attendre d'invitation, comme s'ils étaient les maîtres des lieux, envahissant mon sanctuaire de deuil. Sophie balaya le salon du regard, évaluant probablement la valeur de chaque objet avec une cupidité évidente. « Nous devons discuter », déclara Pierre en restant debout, refusant obstinément de s'asseoir comme pour accentuer son mépris. « De l'héritage de papa. » Mon sang se figea dans mes veines, un froid mortel m'envahit. Antoine n'était même pas encore froid dans sa tombe, et déjà ils osaient aborder ce sujet tabou. « Votre père vient à peine de nous quitter », commençai-je, la voix chevrotante de douleur et d'indignation. « Et la vie doit continuer », me coupa Sophie d'un ton sec et tranchant comme une lame. Papa possédait tant de trésors, l'entreprise Beaumont, les appartements somptueux, les comptes secrets en Suisse. Nous voulons savoir ce qui nous revient de droit, ce qui nous appartient légitimement. « Ce qui vous revient ?» répétai-je, incrédule, le cœur serré par un étau de souffrance. Pierre s'avança vers moi, son regard impitoyable comme un verdict implacable. « Soyons francs, Loïse, vous n'avez été mariée à notre père que 5 brèves années. Nous sommes ses enfants de sang, avec 38 et 35 ans d'histoire partagée, de liens indéfectibles. Nous exigeons tout,
ajouta Sophie en croisant les bras avec une détermination farouche. L'entreprise, les propriétés immobilières, les comptes bancaires, tout ce qui était à papa, tout ce qui nous est dû par le sang. Je les fixais, muette de stupeur, une douleur physique irradiant dans ma poitrine comme un feu dévorant. « Et si vous tentez de nous barrer la route ?» poursuivit Pierre d'un ton menaçant, chargé de venin. « Nous irons jusqu'aux tribunaux. Notre avocat est déjà sur l'affaire, prêt à frapper. » Sophie esquissa un sourire froid, calculé, qui me glaça l'âme. « Papa n'aurait jamais voulu que vous gardiez tout pour vous seul. Il nous adorait. Il était notre père bien avant d'être votre époux. » Mes jambes flageolaient. Je m'agrippais au dossier du canapé pour ne pas m'effondrer dans ce tourbillon d'angoisse. « Vous avez jusqu'à demain pour y réfléchir intensément », conclut Pierre en se dirigeant vers la sortie. « Après, nous déclencherons la machine judiciaire, sans pitié. » Ils disparurent aussi abruptement qu'ils étaient apparus, la porte claquant comme un coup de tonnerre. Je m'effondrais sur le canapé, secoué de tremblements incontrôlables. Les larmes ruisselaient sur mes joues, brûlantes comme de l'acide. Comment pouvaient-ils être si cruels, si dénués d'humanité? Leur propre père venait de s'éteindre, et leur unique obsession était l'argent, ce métal froid qui corrompt les âmes. Je levai les yeux vers la photo d'Antoine. « Que dois-je faire, mon amour ?» murmurai-je dans un sanglot étouffé. Mais Antoine ne pouvait plus me guider, me réconforter dans cette tempête de trahison. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer, un cauchemar éveillé qui me consumait de l'intérieur. Le sommeil me fuyait, la nourriture me répugnait. L'appartement, autrefois notre havre de paix, s'était transformé en une prison lugubre où chaque ombre ravivait ma peine. Chaque meuble, chaque tableau, chaque objet précieux me rappelait Antoine, et maintenant, ses enfants avides menaçaient de tout m'arracher, de profaner ses souvenirs sacrés. J'ai passé des nuits entières recroquevillée dans notre lit, pleurant jusqu'à l'épuisement. Le côté d'Antoine était vide, glacial. Son oreiller avait perdu son parfum réconfortant qui m'apaisait autrefois. Une semaine après leur intrusion dévastatrice, une lettre arriva de leur avocat, Maître Leclerc. Le nom était imprimé en lettres dorées sur un papier luxueux, épais comme un reproche. Le contenu était bref, glacial, imprégné de jargon juridique impitoyable. Il réclamait l'intégralité de l'héritage, contestait le testament avec une agressivité féroce et m'accordait 2 semaines pour un arrangement amiable sous peine de poursuites judiciaires acharnées. Mes mains tremblaient en tenant ce document funeste. Je dus m'asseoir pour ne pas défaillir. Ce jour-là, j'appelai Maître Girard, mon avocat, un homme d'une 50aine d'années, élégant avec ses lunettes fines et son regard perçant comme une lame de vérité. Nous nous rencontrâmes dans son bureau près de la place Vendôme, un espace opulent offrant une vue imprenable sur Paris, avec des bibliothèques croulant sous les codes juridiques. Il lut la lettre de Maître Leclerc, puis leva les yeux vers moi avec une détermination farouche. « Louise, ils n'ont aucun droit légal sur l'essentiel de cet héritage », affirma-t-il d'une voix résolue et rassurante. « Antoine a rédigé un testament en règle, irréprochable. Il vous a tout légué, avec amour et clairvoyance. »« Mais ce sont ses enfants, » murmurai-je, le cœur déchiré par le doute. « Des enfants qui l'ont ignoré pendant des années, » répliqua Maître Girard en ôtant ses lunettes d'un geste précis. « Antoine m'a tout confié. Ils l'ont abandonné après le divorce, le laissant dans une solitude cruelle. Ils ne sont réapparus que quand sa fortune a éclaté au grand jour. » C'était la pure vérité. Antoine me l'avait avoué à plusieurs reprises, avec une tristesse infinie. Pierre et Sophie avaient pris le parti de leur mère lors du divorce, coupant les ponts pendant près de 10 ans. Ce n'est que lorsque l'entreprise Beaumont avait prospéré, lorsque les magazines l'avaient célébré comme un génie autodidacte, qu'ils étaient revenus, masquant leur avidité sous des sourires hypocrites. « Vous devez combattre, avec toute votre force », insista Maître Girard, les yeux brillants de conviction. L'entreprise vaut des millions d'euros. Les appartements à Paris et Lyon, les comptes en Suisse, Antoine a bâti cela à la sueur de son front, et il désirait ardemment que vous en profitiez, que vous viviez dans la sérénité. Je contemplais par la fenêtre la tour Eiffel au loin, majestueuse et éternelle, indifférente aux tourments humains qui se jouaient à ses pieds. « Maître Girard, dis-je lentement, avec une résolution intérieure qui me surprenait moi-même, accordez-leur tout. » Le silence qui suivit fut assourdissant, chargé d'incrédulité. « Pardon » demanda-t-il, persuadé d'avoir mal entendu dans ce moment de tension. «
Accordez-leur tout, l'entreprise, les appartements, les comptes, absolument tout. Maître Girard bondit de son siège, son visage reflétant un mélange d'étonnement et de fureur contenue. « Vous ne pouvez pas être sérieuse, après tout ce qu'Antoine a fait pour vous, après l'amour immense qu'il vous portait ?»« Je suis on ne peut plus sérieuse, répondis-je avec un calme surprenant, malgré la tempête qui faisait rage en moi. Louise, écoutez-moi attentivement, implora-t-il en s'approchant, sa voix tremblante d'inquiétude. Si vous capitulez maintenant, vous vous retrouverez démunie, sans rien. À 60 ans, comment envisagez-vous de survivre dans ce monde impitoyable ? Je souris faiblement, un sourire teinté de résignation paisible. J'ai mes économies personnelles, un modeste appartement que j'avais avant de rencontrer Antoine. Je survivrai avec dignité et simplicité. Survivre, explosa-t-il, la voix vibrante de frustration. Vous méritez de vivre pleinement, de jouir du confort qu'Antoine voulait vous offrir avec tant d'amour. Antoine n'est plus, murmurai-je doucement, sentant les larmes monter comme une marée inexorable. Maître Girard, murmure-t-il, dans les moments de silence, il me disait avec émotion « J'aimerais que vous soyez heureuse, sans mon argent. » Maître Girard me scruta longuement, puis s'assit, vaincu par ma détermination inébranlable. « Vous commettez une erreur tragique, murmura-t-il avec regret. Peut-être, admis-je, mais c'est mon choix, dicté par le cœur. Il hocha la tête, résigné à contre-cœur. Très bien, je préparerai les actes de renonciation. Mais je vous en conjure, Louise, prenez le temps de réfléchir encore pour votre propre bien. Je quittai son bureau le cœur lourd comme une pierre, marchant dans les rues animées de Paris, me demandant si j'avais pris la voie juste. Peut-être que Maître Girard avait raison, peut-être que j'étais folle de tout céder. Mais en repensant aux derniers instants d'Antoine, à sa main fragile dans ma main, à ses mots murmurés avec tant d'émotion, je savais au plus profond de moi que j'agissais exactement comme il le souhaitait, avec sagesse et amour. 2 semaines plus tard, Maître Girard m'appela. Les documents étaient prêts. Il avait contacté Maître Leclerc. Une audience était fixée au tribunal. « Il jubile », me dit-il d'une voix amère, chargée de dégoût. Pierre et Sophie se croient victorieux, triomphants dans leur avidité. « Tant mieux », répondis-je simplement, avec une sérénité qui le surprit. « Louise », commença Maître Girard hésitant, « ne dites rien de plus. » Je l'interrompis fermement. « Contentez-vous d'exécuter ma volonté, s'il vous plaît. » Il soupira profondément, résigné. « D'accord, l'audience est dans 3 jours, au palais de justice. » Je raccrochai et m'assis dans le salon désert, la photo d'Antoine me fixant depuis la cheminée avec une tendresse éternelle. « Bientôt, mon cher, » murmurai-je dans un souffle ému, « bientôt ils comprendront la profondeur de ta leçon. » La pluie recommençait à tomber sur Paris, mais cette fois, je ne versais pas de larmes. Cette fois, j'étais apaisée, presque sereine, car je détenais un secret que Pierre et Sophie ignoraient, une confidence qu'Antoine m'avait livrée dans ses ultimes moments de vulnérabilité. Et dans 3 jours, au tribunal, tout allait éclater au grand jour, avec une force dévastatrice. Le jour de l'audience arriva, un matin glacial de novembre où le ciel de Paris était d'un gris métallique oppressant, chargé de nuages menaçants, prêts à déverser leur fureur. Je m'habillai avec simplicité, une robe noire austère, un manteau discret, des chaussures plates, sans bijoux ni maquillage ostentatoire. Je voulais apparaître comme je l'étais vraiment, une veuve brisée, consumée par un chagrin insurmontable. Maître Girard vint me chercher en voiture. Durant le trajet, il tenta une ultime fois de me dissuader. « Louise, il n'est pas trop tard. Nous pouvons encore inverser la vapeur. »« Non, » coupai-je avec une fermeté inébranlable. « Allons jusqu'au bout, fidèle à ma décision. » Il secoua la tête, vaincu, et nous gardâmes le silence jusqu'au palais de justice. Le bâtiment imposant, avec ses colonnes de pierre majestueuses et ses portes sculptées, exhalait une aura d'autorité inébranlable. Des avocats en robe noire vaquaient, dossiers sous le bras, dans une odeur d'encre ancienne, de papier jauni et de cire d'abeille. Nous entrâmes dans la salle d'audience, une pièce austère, aux bancs de bois sombres, au plafond haut et à la lumière froide filtrant par des fenêtres étroites. Pierre et Sophie étaient déjà là. Pierre portait un costume 3 pièces impeccable, ses cheveux coiffés à la perfection, son visage affichant une satisfaction contenue, presque arrogante. Sophie, dans un tailleur crème élégant, arborait un sourire victorieux qui me transperça le cœur.
Elle croisa mon regard sans détourner les yeux, son mépris palpable comme une gifle. À leur côté, Maître Leclerc, un homme d'une 50aine d'années, bronzé, avec des dents éclatantes et une montre suisse étincelante, dégageait une confiance arrogante qui frôlait l'insolence. Je m'assis de l'autre côté, Maître Girard à mes côtés, mes mains tremblant légèrement, non de peur, mais d'une anticipation fiévreuse. La juge entra, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon strict, lunettes perchées sur le bout du nez, le visage sévère et impassible comme la justice elle-même. « Affaire Beaumont contre Moreau », annonça-t-elle d'une voix claire et autoritaire. « Succession de M. Antoine Beaumont. » Elle consulta les documents devant elle et poursuivit. « Madame Louise Moreau, épouse en seconde noces du défunt, déclare renoncer volontairement à l'intégralité de l'héritage au profit des enfants du défunt, M. Pierre Beaumont et Madame Sophie Beaumont. Est-ce exact ?» Je me levai, la gorge nouée par l'émotion. « C'est exact, Madame la juge. » Pierre et Sophie s'échangèrent un regard complice, le sourire de Sophie s'élargit, rayonnant de triomphe. La juge se tourna vers eux. « Monsieur Pierre Beaumont et Madame Sophie Beaumont, acceptez-vous cette renonciation et l'héritage dans son intégralité ?» Pierre se leva promptement. « Nous l'acceptons, Madame la juge. »« Sans aucune réserve, » ajouta Sophie en se levant à son tour, la voix vibrante d'excitation. La juge hocha la tête et se tourna vers Maître Girard. « Madame Moreau, veuillez signer ici, ici et là. » Maître Girard me tendit les papiers, sa main tremblant légèrement. Il me lança un dernier regard interrogatoire, muet. Je pris le stylo et signai lentement, avec une délibération émue, chaque document. Ma signature, Louise Moreau, s'inscrit en bleu sur le papier blanc, scellant un destin que j'avais choisi. De l'autre côté, j'entendis Sophie murmurer à Pierre. Il rit doucement, savourant leur victoire apparente. J'achevai de signer. Maître Girard reprit les documents et les transmit au greffier, qui les passa à Maître Leclerc. C'est alors que tout bascula dans un tourbillon dramatique. Maître Leclerc saisit les papiers avec assurance, presque nonchalamment, et commença à les parcourir pour vérifier l'ordre. Son regard glissa sur la première page, puis la seconde, la troisième. Soudain, son visage se transforma. La couleur quitta ses joues, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, sa bouche s'entr'ouvrit en un cri muet. « Attendez !» murmura-t-il, la voix étranglée par le choc. Pierre fronça les sourcils. « Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» Maître Leclerc relut frénétiquement les pages, ses mains tremblant de plus en plus. « Il y a un problème grave !» balbuta-t-il d'une voix blanche, livide. Sophie se pencha vers lui, irritée. « Quel problème ? Tout est signé, irréfutable !»« Non !» répondit Maître Leclerc, levant les yeux vers elle, le visage blême et suant. « L'héritage !»« Parlez clairement !» aboya Pierre, la voix chargée d'angoisse naissante. Maître Leclerc inspira profondément et lut à voix haute d'une voix tremblante. L'entreprise Beaumont, ainsi que l'ensemble des biens immobiliers et comptes bancaires listés en annexe, font l'objet de dettes cumulées s'élevant à 4 700 000 €. Un silence total, oppressant, s'abattit sur la salle, comme si le temps s'était suspendu. « Quoi ?» souffla Sophie, le visage figé en un masque d'horreur. Maître Leclerc poursuivit, sa voix montant dans les aigus de la panique. Ces dettes incluent des emprunts bancaires avec intérêts composés, des arriérés fiscaux et des procédures judiciaires en cours pour litiges commerciaux. Les héritiers acceptant l'héritage sans réserve ni inventaire préalable, comme vous venez de le faire avec tant d'empressement, vous assumez également l'intégralité du passif, avec toutes ses conséquences dévastatrices. Pierre laissa tomber les papiers, son visage décomposé par le choc, comme si son monde essomblait. « Mais nous pouvons refuser maintenant, annuler cette folie. » Maître Girard secoua la tête avec fermeté. Trop tard. Vous avez accepté devant le tribunal. C'est irrévocable, selon l'article 785 du Code civil français. La juge, qui était restée silencieuse jusque-là, prit la parole d'une voix ferme et inébranlable. Maître Girard a raison. L'acceptation pure et simple de l'héritage vous lie juridiquement. Vous êtes désormais responsable des dettes du défunt, sans échappatoire. Sophie se tourna vers moi, le visage tordu par une rage incandescente et une incompréhension totale. « Vous saviez tout cela !» hurla-t-elle, la voix vibrante de fureur. Je la regardai calmement pour la première fois depuis des semaines, sentant une paix profonde m'envahir comme un baume sur mon âme blessée. « Oui », répondis-je simplement, avec une sérénité qui la désarma. Pierre s'avança vers moi, les poings serrés, les yeux injectés de colère. « Vous nous avez tendu un piège infernal, c'est de la fraude pure !» Maître Girard s'interposa immédiatement. « Monsieur, restez à votre place, ou vous aggraverez votre cas. » Maître Girard s'avança,
les mains dans le dos, avec une assurance tranquille. Il n'y a aucune fraude, maître Leclerc. Madame Moreau a simplement accédé à la demande insistante de vos clients. Ils voulaient tout, elle leur a donné précisément ce qu'elle réclamait avec tant d'ardeur. Mais elle ne nous a pas avertis des dettes, cria maître Leclerc, désespéré, la voix brisée. Elle n'avait aucune obligation légale de le faire, rétorqua maître Girard froidement, implacable. Les héritiers ont le devoir sacré de vérifier eux-mêmes avant d'accepter un héritage. Vous le savez mieux que quelqu'un d'autre, en tant qu'avocat expérimenté. Maître Leclerc s'effondra sur sa chaise, anéanti, comme si sa carrière s'écroulait avec lui. La juge frappa son marteau avec autorité. L'audience est close. La succession est réglée conformément à la loi, sans appel. Elle se leva et quitta la salle dans un silence pesant. Sophie se tourna vers moi, le visage tordu par une rage incandescente et une incompréhension totale. « Nous allons être ruinés, comprenez-vous? Ruinés, dévastés !» Je me levai lentement, ramassant mon sac avec une dignité paisible. Je me dirigeais vers la sortie, mais avant de franchir la porte, je me retournai vers eux, le cœur empli d'une compassion mêlée de fermeté. « Antoine m'a tout révélé avant de partir », dis-je d'une voix douce mais inébranlable. Il m'a décrit comment l'entreprise s'effondrait sous le poids des épreuves, comment il avait accumulé ses dettes astronomiques pour tenter de la sauver, comment le stress l'avait rongé jusqu'à la maladie fatale. Je fis une pause, les regardant tour à tour avec une intensité émue. Il m'a aussi confié comment vous l'avez abandonné après le divorce, comment vous n'avez repris contact que lorsque sa réussite a fait les gros titres, comment vous n'avez jamais demandé comment il se sentait vraiment, mais seulement combien il possédait. Pierre ouvrit la bouche pour protester, mais aucun son n'en sortit, comme si la vérité l'étouffait. Vous avez répété inlassablement que vous vouliez tout. Eh bien, félicitations, vous avez tout. L'entreprise en faillite, les biens hypothéqués, les dettes écrasantes. Tout ce fardeau que vous avez tant désiré. Sophie sanglotait ouvertement maintenant, son monde s'effritant. « Vous nous avez détruits !» murmura-t-elle, brisée. Je secouai la tête avec tristesse. « Non, c'est votre propre avidité insatiable qui vous a mené à la ruine. Antoine le savait parfaitement. C'est pourquoi il m'a fait promettre de ne pas lutter, de vous laisser prendre tout ce que vous convoitiez avec tant de ferveur. » Je marquai une dernière pause avant de sortir, ma voix résonnant dans le silence. Il voulait que vous appreniez une leçon douloureuse, mais essentielle. J'espère de tout cœur que vous l'avez gravée dans votre âme. Je quittai la salle d'audience sans un regard en arrière. Derrière moi, les cris de Pierre et les sanglots déchirants de Sophie résonnaient, mais je ne me retournai pas, libérée d'un poids immense. Je descendis les marches du palais de justice lentement, le cœur battant la chamade. L'air froid de novembre fouettait mon visage, mais je m'en moquais, car pour la première fois depuis la perte d'Antoine, je respirais librement, comme si une nouvelle vie s'ouvrait. Maître Girard me rejoignit sur le parvis, un petit sourire au coin des lèvres teinté d'admiration. « Vous m'avez surpris, Louise, je dois l'avouer avec humilité. »« Vous pensiez vraiment que j'étais folle de tout leur céder ?» demandai-je avec une pointe d'amusement. « J'en étais convaincue, admit-il, jusqu'à ce que je relise en détail tous les documents d'Antoine. Alors, j'ai compris la profondeur de votre stratégie. » Nous marchâmes en silence jusqu'à un petit café sur la place Dauphine. Nous nous installâmes en terrasse malgré le froid mordant. Je commandai un chocolat chaud, serrant la tasse brûlante entre mes mains pour chasser le gel intérieur. « Antoine vous a tout expliqué avant de partir ?» demanda maître Girard, curieux. Je hochai la tête, les yeux embués. Les dernières semaines furent un calvaire atroce. Il souffrait le martyre, le cancer le dévorait de l'intérieur avec une cruauté impitoyable. Mais ce qui le torturait le plus, c'était l'échec de son entreprise chérie. Je bus une gorgée, laissant la chaleur se diffuser comme un réconfort. Il me racontait tout. Comment il avait lutté pour sauver Beaumont, contractant emprunt sur emprunt, hypothéquant tout pour un espoir ténu. « Pourquoi n'a-t-il rien dit à ses enfants ?» interrogea maître Girard. « Parce qu'il ne lui aurait jamais posé la question », répondis-je amèrement, le cœur serré. Pierre et Sophie ne venaient que pour parler d'argent, pour sonder la valeur de l'entreprise, pour anticiper leur part. Jamais ils ne s'inquiétaient de son bien-être, de sa santé déclinante. Maître Girard secoua la tête, attristé. L'avidité aveugle les cœurs les plus durs. Antoine me l'a confié la veille de sa mort, poursuivis-je, les larmes affluant. Il m'a fait jurer de ne pas combattre, de leur donner exactement ce qu'ils désiraient ardemment. Je m'essuyai les yeux avec un mouchoir. Au début, je ne saisissais pas, je croyais qu'il délirait sous l'effet des médicaments. Mais il était lucide, terriblement lucide, avec une sagesse qui transcendait la douleur. Il voulait leur infliger une leçon inoubliable, murmura maître Girard. Oui, il disait « Laisse-les avoir ce qu'ils convoitent tant. Laisse-les découvrir que derrière l'illusion de la richesse, il n'y a que dettes et ruines dévastatrices.
Nous restâmes silencieux, observant les passants pressés dans les rues de Paris. « Et vous, Louise ?» demanda finalement maître Girard. « Comment allez-vous vivre désormais, dans cette nouvelle réalité ?» Je souris doucement, avec une paix intérieure naissante. Antoine a veillé sur moi jusqu'au bout. Il a protégé ce qui comptait vraiment pour nous. « Comment ?» Notre petite maison en Provence, expliquai-je. Il l'a transférée à mon nom il y a 2 ans, bien avant l'effondrement. Légalement, elle n'a jamais fait partie de son patrimoine officiel. Maître Girard sourit, admiratif. Malin comme un renard. Il a aussi ouvert un compte d'épargne mon nom seul. Rien de somptueux, mais assez pour vivre modestement jusqu'à mes derniers jours, sans souci. Donc vous êtes à l'abri du besoin? Oui. Pendant que Pierre et Sophie chassaient des millions illusoires, Antoine s'assurait que j'aurais de quoi exister simplement, avec dignité et amour. J'achevai mon chocolat chaud, réconforté. Ce n'est pas une fortune colossale, juste une petite maison au soleil, un jardin pour cultiver des tomates et assez d'argent pour ne manquer de rien. C'est plus que ce que Pierre et Sophie possèdent désormais. Ils seront accablés de dettes pour le reste de leur existence, remarqua maître Girard. Les banques les traqueront sans relâche. Ils devront vendre leurs propres biens, appartements, voitures, tout, pour rembourser ne serait-ce qu'une fraction. Ressentez-vous de la pitié? Je réfléchis, le cœur partagé. Peut-être un peu, car ils sont malgré tout les enfants d'Antoine, mais ils ont choisi leur voie, dans l'impatience et l'avidité. Ils auraient pu attendre, interroger, mais non, ils voulaient tout immédiatement, sans réfléchir. Maître Girard régla l'addition. « Qu'allez-vous faire à présent ?» Quitter Paris, m'installer en Provence, vivre simplement, honorer la mémoire d'Antoine sans que chaque coin de rue ne ravive ma douleur. Une décision sage et courageuse. Nous nous levâmes, maître Girard me serra la main chaleureusement. Ce fut un honneur de vous représenter, Louise, vraiment. Merci, maître, pour tout votre soutien inestimable. Il partit dans une direction, moi dans l'autre. En arpentant les rues de Paris, je me sentais plus légère, comme si un fardeau écrasant s'était enfin dissipé de mes épaules. Je regagnais l'appartement du boulevard Saint-Germain. Je balayais du regard les meubles, les tableaux, les objets précieux. Tout cela appartenait désormais à Pierre et Sophie, techniquement. En réalité, tout était aux mains des banques et des créanciers impitoyables. Je pris uniquement la photo d'Antoine sur la cheminée, ce trésor inestimable. « On rentre à la maison, mon amour », murmurai-je en contemplant son sourire éternel. J'appelai une entreprise de déménagement, fis mes valises, vêtements, quelques livres, des souvenirs personnels. Rien de valeur matérielle. 3 jours plus tard, j'étais dans le train pour Aix-en-Provence. Le convoi filait à travers la campagne française. Je regardais défiler les paysages par la fenêtre. Champs hivernaux, villages pittoresques, collines ondulantes. Paris s'éloignait, emportant avec lui cette histoire douloureuse qui m'avait tant marquée. La photo d'Antoine reposait sur mes genoux. Je la contemplais par intermittence, sentant une bouffée de tendresse mêlée à une tristesse apaisée. « Tu serais fier de moi », murmurai-je. « J'ai honoré ta promesse avec fidélité. » Une vieille dame assise en face me sourit gentiment, remarquant la photo. « Vous parlez à votre époux ?» demanda-t-elle avec douceur. « Oui », répondis-je sans embarras. « Il nous a quittés il y a quelques semaines seulement. »« Oh, je suis navrée de tout cœur. »« Merci. Mais il repose en paix maintenant. Et moi, je commence à trouver la mienne, petit à petit. » Nous discutâmes un moment. Elle s'appelait Marguerite, 70 ans, rentrant à Marseille après une visite chez sa fille à Paris. « La vie est si étrange, » dit-elle pensivement. « On passe des années à bâtir, à accumuler, à posséder avidement. Et à la fin, qu'est-ce qui reste vraiment au fond du cœur ? L'amour, répondis-je avec conviction. C'est tout ce qui perdure. Le reste n'est que vanité éphémère. Elle hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. Vous avez raison, vous êtes une femme d'une sagesse profonde. Lorsque le train arriva à Aix-en-Provence, une sérénité étrange m'envahit. Je pris un taxi jusqu'au petit village de Lourmarin, au pied du Luberon. La maison d'Antoine, ma maison désormais, était exactement comme dans mes souvenirs les plus chers. Une vieille bastide en pierre aux volets bleus, entourée d'oliviers centenaires et de champs de lavande parfumés. Antoine l'avait acquise 3 ans plus tôt, pour nos étés idylliques en Provence. C'était notre refuge secret, notre paradis intime. J'ouvris la porte, l'odeur de pierre ancienne et de bois patiné m'accueillit comme un câlin familier. Tout était intact, meubles simples, canapés usés par le temps, cuisine rustique. Rien de luxueux, rien d'ostentatoire, juste une maison vraie, chaleureuse. Je m'assis sur la terrasse, le soleil de l'après-midi caressait mon visage avec douceur.
Au loin, les collines du Luberon se découpaient sur un ciel azur infini. Je fermais les yeux et inspirais profondément, sentant la vie renaître en moi. Pour la première fois depuis si longtemps, j'étais chez moi, en sécurité. Les semaines suivantes furent un long processus de guérison, une renaissance émouvante. J'apprenais à vivre seule, à exister pour moi-même, à panser mes plaies. Chaque matin, je me levais aux aurores, buvais mon café sur la terrasse en contemplant le lever du soleil qui embrasait l'horizon. Je travaillais au jardin, plantant des légumes avec amour, taillant les rosiers avec soin. Les voisins étaient d'une gentillesse touchante. Madame Blanc, une veuve de 75 ans, m'apportait des confitures maison débordantes de saveurs. Monsieur Perrin, le boulanger du village, me réservait toujours les pains les plus croustillants. Petit à petit, je reconstruisais ma vie, brique par brique, avec une résilience que je ne me connaissais pas. Un mois après mon arrivée, une lettre de maître Girard arriva. Il m'informait que Pierre et Sophie avaient tenté de contester la succession, mais leur recours avait été rejeté sans appel. Ils étaient légalement responsables des dettes, pour toujours. La lettre mentionnait aussi la liquidation judiciaire de l'entreprise Beaumont, les saisies des appartements à Paris et Lyon par les banques. Pierre et Sophie avaient dû vendre leurs propres biens pour entamer les remboursements, vivant désormais dans un modeste appartement en banlieue parisienne. Je repliais la lettre, la posais sur la table sans joie ni tristesse, juste une justice tranquille qui apaisait mon âme. Ce soir-là, je montais au grenier où Antoine stockait de vieux cartons. Je commençais à les trier, et c'est là que je découvris son journal intime, un cahier en cuir usé, rempli de son écriture fine et élégante. Les dernières pages dataient des semaines précédant sa mort. Je lus, les larmes coulant silencieusement sur mes joues, le cœur serré par l'émotion. 15 septembre. Les médecins me donnent 3 mois, peut-être moins. La douleur est insoutenable, mais ce qui me brise le plus, c'est de voir Louise essayer de rester forte pour moi. Elle mérite un bonheur infini. 20 septembre. Pierre est venu aujourd'hui, non pour moi, mais pour sonder la valeur de l'entreprise. Il n'a même pas remarqué mes 15 kilos perdus, les tubes, les médicaments. Il n'a vu que les euros. 30 septembre. J'ai tout avoué à Louise, les dettes, l'effondrement. Elle a pleuré non pour l'argent, mais pour moi, pour le stress qui m'a consumé. C'est là que j'ai su ce que je devais faire. 10 octobre. J'ai transféré la maison de Provence à son nom, notre compte d'épargne aussi. Ce n'est pas grand-chose, mais elle sera protégée. Le reste ira à Pierre et Sophie. Ils le veulent tant, ils l'auront, avec tout le fardeau. 15 octobre. J'ai promis de ne pas me battre, de leur céder tout. Elle ne comprend pas encore, mais elle comprendra. Ma douce Louise, mon dernier cadeau sera la paix qu'elle mérite. Je fermai le cahier, sanglotant ouvertement, submergé par l'amour infini d'Antoine. « Antoine, mon cher Antoine », murmurai-je dans un souffle brisé. Les mois s'écoulèrent, l'automne céda à l'hiver, puis le printemps revint avec ses couleurs vibrantes et ses parfums enivrants. Ma vie en Provence avait adopté un rythme paisible, harmonieux. Je m'inscrivis à un club de lecture au village, donnais des cours de français aux enfants le mercredi après-midi, cultivais mon jardin avec passion. La douleur de la perte d'Antoine persistait, mais elle s'était adoucie, moins tranchante, me permettant de me souvenir de lui avec un sourire attendri, sans que cela me brise. Un jour d'avril, tandis que je jardinais, le portail grinça. Je me retournai, surprise, je ne recevais jamais de visites impromptues. Mon cœur s'arrêta. C'était Sophie. Elle avait changé, dramatiquement. Son visage était creusé par les épreuves, ses cheveux mal coiffés, vêtus d'un jean délavé et d'un pull simple. Plus de luxe ostentatoire, plus de marques clinquantes. Elle resta immobile, me fixant avec une vulnérabilité touchante. « Bonjour, Louise », dit-elle d'une voix faible, chargée d'émotion. Je me relevai lentement, ôtant mes gants de jardinage. « Sophie, comment as-tu trouvé cette adresse ?»« Maître Girard, je lui ai dit que je devais te voir, impérativement. » Nous nous regardâmes en silence, le chant des cigales emplissant l'air comme une berceuse. « Entre, dis-je finalement. Je vais préparer du thé. » Nous nous installâmes sur la terrasse. Je servis le thé en silence. Sophie contemplait les collines, le jardin fleuri, la maison modeste. « C'est si paisible ici, » murmura-t-elle, la voix emplie d'envie. « Oui, c'est tout ce dont j'ai besoin pour guérir. » Elle but une gorgée, les mains tremblantes. « Tu te demandes pourquoi je suis venue ?» dit-elle enfin. « Oui. » Elle posa sa tasse et me regarda, les yeux emplis de larmes.
pour m'excuser, du fond du cœur. Je gardais le silence, attendant qu'elle s'exprime. Pierre et moi, nous avons tout perdu. Nos appartements luxueux, nos voitures rutilantes, nos économies. Nous remboursons encore les dettes de papa, pour des années. Je sais, répondis-je calmement. Pierre ne me parle plus. Il me reproche d'avoir accepté trop vite. Notre relation est brisée, irrémédiablement. Elle s'essuya les yeux. Mais le pire, c'est que j'ai réalisé à quel point j'ai été monstrueuse avec papa, avec toi. Sa voix se brisa en un sanglot. J'ai passé des mois à décortiquer les documents, à comprendre comment papa a lutté désespérément pour sauver son entreprise, contractant ses dettes pour un espoir fou. Pendant qu'il se battait et mourait, je ne pensais qu'à l'argent, à ma part. Les larmes coulaient librement sur son visage. Je n'ai même pas été là pour ces derniers jours, je n'étais pas à ses côtés quand il avait besoin de moi. Je suis venue seulement pour réclamer, comme une prédatrice. Je suis un monstre. Je restais silencieuse un long moment, laissant ses sanglots s'apaiser. Non, dis-je enfin, tu n'es pas un monstre, tu es humaine, imparfaite, emportée par l'avidité comme tant d'autres. Elle leva les yeux, surprise. Comment peux-tu être si gentille après ce que nous t'avons infligé ? Parce que la haine me détruirait moi-même, répondis-je doucement. Antoine ne voulait pas que je vive dans la haine, il désirait que je trouve la paix. Je bus une gorgée de thé. Il vous a donné une leçon, Sophie. Dure, cruelle peut-être, mais nécessaire. Quelle leçon ? demanda-t-elle, la voix brisée. Que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'avidité détruit tout, que ce qui compte vraiment, c'est l'amour, la famille, les moments partagés avec le cœur. Sophie hocha la tête, pleurant toujours. Je l'ai compris trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer, dis-je avec encouragement. Elle me regarda, incrédule. Tu ne me détestes pas ? Non. J'ai pitié de toi et j'espère que tu trouveras ta propre paix un jour. Nous restâmes silencieuses un moment, puis Sophie se leva. Je dois partir, mon train est dans 2 heures. Comment vas-tu vivre maintenant ? Je travaille comme vendeuse dans un magasin. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête et ça me permet de réfléchir. Je me levai aussi. Sophie ? Oui ? Antoine vous aimait malgré tout, ne l'oubliez jamais. Elle éclata en sanglots et me serra dans les bras. Je la laissais pleurer contre mon épaule, sentant une guérison mutuelle. Quand elle partit, je restais sur la terrasse, regardant sa silhouette s'éloigner. Je ne sais si elle trouvera la paix, mais au moins elle la cherche, avec sincérité. Les saisons continuèrent leur cycle éternel. L'été apporta sa chaleur enveloppante et ses champs de lavande en fleurs. Puis l'automne revint avec ses teintes chaudes et ses vendanges joyeuses. 1 an s'était écoulé depuis la mort d'Antoine, 1 an depuis ce jour terrible où tout avait basculé. J'organisai une petite cérémonie au cimetière de Lourmarin. Juste moi, quelques voisins qui m'avaient adopté avec affection et le prêtre du village. Je déposai des roses blanches sur sa tombe, ses fleurs préférées, symbole de pureté. 1 an, mon amour, 1 an que tu es parti, et je tiens bon comme tu me l'implorais. Le vent faisait bruisser les cyprès autour du cimetière paisible, baigné de lumière dorée. Ta leçon a porté ses fruits, Sophie. Elle est venue me voir, je crois qu'elle a compris au plus profond. Pierre, je ne sais pas, peut-être un jour. Je caressais la pierre tombale avec tendresse. Je vis simplement maintenant, dans notre petite maison. Je cultive des tomates, des courgettes, j'ai même adopté un chat. Tu te rends compte, moi qui craignais les animaux ? Je souris à travers mes larmes. Il s'appelle Gaston. Il dort sur ton fauteuil préféré. J'espère que cela ne te dérange pas. Le prêtre s'approcha doucement. Il est temps, Louise. Je hochai la tête, embrassai mes doigts dessus et les posai sur la pierre. Je t'aime, Antoine, pour l'éternité. En rentrant, je m'arrêtai au marché du village, achetant des légumes frais, du fromage de chèvre crémeux, du pain croustillant. Madame Blanc était à son stand de confiture. « Alors, Louise, comment allez-vous ?»« Ça va mieux, sincèrement. Vous avez bonne mine, le soleil de Provence vous régénère. » « Oui, je crois avoir trouvé ma place ici, enfin. » En déambulant dans les ruelles pittoresques, panier au bras, je réalisais que c'était vrai. J'avais trouvé mon ancrage, non dans le luxe éphémère, mais dans ce village humble, entouré de gens au cœur pur. Ce soir-là, je cuisinais une ratatouille, la recette qu'Antoine adorait tant. Je dînais sur la terrasse, contemplant le soleil couchant en brasant les collines. Gaston ronronnait sur mes genoux. Je repensais à tout. Le procès, la révélation choc, l'horreur sur les visages de Pierre et Sophie. Je ne ressentais ni joie vengeresse, ni regret amer, juste une acceptation tranquille, comme un baume.
Antoine avait orchestré cela avec sagesse, sa dernière volonté, son cadeau suprême, la liberté. Liberté des possessions qui enchaînent, liberté de l'avidité qui corrompt, liberté de vivre simplement, avec le cœur léger. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva. L'enveloppe simple, l'écriture maladroite. C'était de Pierre. J'hésitais à l'ouvrir, craignant accusation ou insulte. Finalement, je la déchirai. « Chère Louise, je ne sais comment commencer. Je ne suis même pas sûre que tu liras jusqu'au bout. Sophie m'a raconté sa visite. Elle m'a dit que tu as été gentille, que tu l'as écoutée avec compassion. Je ne comprends pas comment tu peux être si généreuse après nos actes odieux. J'ai mis du temps à accepter la vérité. Mais je réalise maintenant que papa avait raison. Nous ne méritions pas son héritage, ni même son amour inconditionnel. Nous l'avons abandonné quand il en avait le plus besoin. Nous ne sommes revenus que pour l'argent, comme des vautours. Au final, nous avons reçu la leçon que nous méritions amplement. Je ne te demande pas le pardon. Je ne te demande même pas de répondre. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Papa a eu raison de te choisir, de te protéger. Tu es une meilleure personne que nous ne le serons jamais. Pierre. Je repliais la lettre lentement, les mains tremblantes. Je regardais la photo d'Antoine. « Ils ont compris, mon amour, murmurai-je. Ta leçon a fonctionné, avec une puissance émouvante. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, je dormis d'un sommeil profond, sans cauchemar hanté. 2 ans s'écoulèrent depuis la mort d'Antoine. 2 ans de vie en Provence, dans notre petite maison chaleureuse. Ma existence était simple, mais riche de sens. Je faisais partie intégrante de la communauté villageoise, avec mes habitudes réconfortantes, mes amis fidèles, mes rituels quotidiens. Chaque matin, café sur la terrasse, jardinage jusqu'à midi, sieste à l'ombre des oliviers, lecture en fin d'après-midi. Dîner frugal, coucher tôt, une vie tranquille, un bonheur authentique. Un jour de printemps, maître Girard m'appela. « Louise, comment allez-vous ?»« Très bien, maître, et vous ?»« Bien, merci. Écoutez, j'ai une nouvelle qui pourrait vous toucher. » Mon cœur se serra, craignant un nouveau tourment. De quoi s'agit-il ? La liquidation de l'entreprise Beaumont est achevée. Tous les actifs vendus, toutes les dettes remboursées. D'accord. Il reste un petit surplus, 50 000 €. Légalement, cet argent revient aux héritiers, Pierre et Sophie. Je fermais les yeux. Bien sûr, il leur revenait. Je comprends. Mais, poursuivit maître Girard, ils ont signé une procuration. Ils renoncent à cet argent et demandent qu'il vous soit versé. Je faillis lâcher le téléphone, stupéfaite. Quoi ? Ils disent que c'est la moindre des choses. Vous avez veillé sur leur père jusqu'au bout. Vous méritez cet argent plus qu'eux. Des larmes coulèrent. Je ne sais que dire. Dites oui, Louise, acceptez. C'est leur façon de s'excuser, avec humilité. Je pris une grande inspiration. D'accord, j'accepte. Quelques semaines plus tard, l'argent fut versé. 50 000 €. Pas une fortune, mais assez pour sécuriser mes vieux jours, rénover la maison, vivre sans inquiétude. J'écrivis à Pierre et Sophie. « Chers Pierre et Sophie, merci de ce geste touchant. Il signifie tant, non pour l'argent, mais pour ce qu'il symbolise, votre chemin vers la rédemption, votre compréhension de ce que votre père tentait de vous enseigner. Je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais haï. La haine est un poison qui ronge l'âme. Votre père ne voulait pas que je vive dans la haine, et je ne le souhaite pas pour vous non plus. Vous avez appris une leçon difficile, mais nécessaire, et maintenant vous êtes libre de bâtir une nouvelle vie, basée non sur l'avidité, mais sur des valeurs vraies. Je vous souhaite le meilleur, sincèrement. Louise. » Je postai la lettre et n'y pensais plus, laissant la vie couler. Les saisons tournèrent encore, automne, hiver, printemps. J'entamais des cours de peinture dans ma maison. Des retraités venaient chaque jeudi peindre les paysages provinciaux. Je créai un potager communautaire avec les voisins. Nous partagions récoltes, recettes, histoires émouvantes. Je voyageais modestement, Nice, Marseille, Avignon, de petites escapades pour rompre la routine. Chaque soir, avant de dormir, je regardais la photo d'Antoine. « Merci, mon amour », je lui disais. « Merci de m'avoir appris que le bonheur réside non dans les possessions, mais dans la façon de vivre avec le cœur. » Un jour, 3 ans après la mort d'Antoine, un colis arriva sans expéditeur. À l'intérieur, une photo encadrée. Antoine et moi devant la fontaine de Trévis, souriants, heureux. Au dos, à Louise, la femme qui a enseigné à notre père le vrai amour, et à nous la véritable valeur des choses. Merci. Pierre et Sophie. Je pleurais de joie. La boucle était bouclée, la leçon apprise, le pardon accordé. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. 5 ans depuis la mort d'Antoine, 5 ans depuis l'intrusion de Pierre et Sophie réclamant tout avec avidité. Assise sur ma terrasse, un verre de rosé frais à la main, je contemple le soleil couchant sur les collines du Luberon. Gaston ronronne sur mes genoux, mon jardin fleurit abondamment. Tout est paisible,
Parfait. Je repense souvent à cette période sombre, le procès, la révélation, le choc dévastateur. Parfois, je me demande si Antoine a été trop cruel. Mais les lettres, la visite, le colis me convainquent. Non, il avait raison. Il ne les a pas punis, il leur a offert une opportunité de grandir, et ils l'ont saisie. Sophie m'envoie une carte à Noël. Elle est infirmière, a rencontré quelqu'un, semble heureuse. Pierre s'est remarié, a 2 enfants, dirige une petite librairie à Lyon. Rien de spectaculaire, mais il est en paix. Il m'invite souvent. Je n'y suis pas allée. Peut-être un jour. L'important est qu'ils ont trouvé leur chemin. Quant à moi, ma vie en Provence est tranquille. Amis, jardin, peinture. Je ne suis pas riche matériellement, mais heureuse profondément, car j'ai compris la leçon d'Antoine. La vraie richesse est en moments partagés, amour donné, paix intérieure. Antoine avait des millions et était malheureux. Maintenant, je possède peu et suis comblé. C'est cela, la leçon suprême. Le soleil disparaît, le ciel vire au rose, violet, bleu nuit, les étoiles scintillent. Je rentre, prépare un dîner simple, salade, fromage, pain. Après, je m'installe avec un livre, Gaston saute sur mes genoux. Avant de lire, je regarde la photo d'Antoine. Bonne nuit, mon amour. Merci pour tout, pour cette vie, pour la leçon. Dans le silence, je sens sa présence, son sourire fier. Je ferme les yeux, Gaston me fixe de ses yeux verts. Allez, viens, lui dis-je, c'est l'heure de dormir. Je monte, Gaston sur mes talons. Par la fenêtre ouverte, les cigales chantent. Je m'endors souriante, le cœur en paix, car j'ai tout ce dont j'ai besoin. Non ce que je voulais, mais l'essentiel. Et c'est la plus grande richesse. Cette histoire est celle de Louise Moreau, une femme de 65 ans qui a découvert que la meilleure vengeance est la sagesse, non la haine. Une femme qui a appris que céder tout peut signifier gagner l'essentiel. Une femme qui a compris que la vraie richesse réside dans la simplicité, l'amour et la paix intérieure. Une femme qui, malgré la perte déchirante de l'homme aimé, a trouvé le bonheur dans une petite maison de Provence, entourée d'oliviers et de lavandes.